de vous recevoir aujourd'hui pour cet événement de la SQRD. Mon nom, c'est Clélia Sèvres. Je suis directrice générale du regroupement des écoquartiers. J'ai envie de vous parler des écoquartiers parce qu'on parle de l'engagement citoyen aujourd'hui et les écoquartiers sont justement aux premières loges pour l'engagement citoyen. C'est le programme de sensibilisation environnementale de la ville de Montréal. Donc, on fait des activités, des animations en porte-à-porte, etc. pour amener les gens à participer aux différentes collectes. Puis c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, à la fois recyclage, résidus alimentaires et déchets. Puis, vous le savez sûrement, j'imagine que la plupart d'entre vous travaillent en GMR. Là, je connais quand même beaucoup de visages dans la place. Donc, c'est super. Mais vous le savez, changer le comportement, c'est quelque chose qui est difficile, qui prend du temps. Il y a beaucoup de résistance. Puis, quand on vient parler des poubelles aux gens, eh ben, il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec. C'est quelque chose de très personnel. Donc, amener le changement, c'est compliqué. Puis, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je voulais vous amener quelques chiffres. Depuis 2025, vous le savez, 100% de la ville de Montréal reçoit les bacs bruns à la maison, en fait. Donc, on met les résidus alimentaires au chemin, puis un camion passe. Donc, pour tous les logements, 100% est implanté. On a les 3 voies en porte-à-porte. Mais c'est seulement 59% des ménages des 8 logements et moins qui participent. Et pire, seulement 38% des ménages des immeubles de 9 logements et plus qui participent à la collecte, ce qui fait un peu plus d'une personne sur 3 ou bien 2 personnes sur 5, ce qui n'est pas fou, considérant qu'il y a 100% des logements qui sont implantés. Donc pourquoi y a-t-il tant de résistance? Comment amener les citoyens à agir? Comment changer les habitudes de vie? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos panélistes. On a Karel Ménard, que vous connaissez, directeur du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets depuis 25 ans. J'aime bien le rappeler, merci Karel. C'est donc un acteur incontournable de la gestion des matières résiduelles au Québec. Il a été impliqué dans tous les changements qu'a connu ce secteur au Québec au cours des dernières années, des 25 dernières années. Presque 30 maintenant. On va adapter le texte. Et Karel est diplômée en sciences politiques ainsi qu'en administration et management public. Marianne Malté-Guilbeault, de la ville de Montréal, va nous parler, elle, a une spécialité en fait en gestion des matières résiduelles à l'échelle provinciale et elle met aujourd'hui ses services aux défis municipaux. À Montréal, Marianne pilote des projets innovants visant la réduction du gaspillage alimentaire, l'optimisation du recyclage des matières organiques et la circularité des textiles. Donc, je voulais vous dire, les panélistes vont parler. Il y aura une période de questions du public après l'échange entre panélistes. Donc, gardez vos questions, notez-les, puis vous aurez une période à la fin pour poser vos questions. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Karel qui va nous faire sa présentation. Merci, Clélia. Bonjour à tous. Oui, c'est ça, déjà presque 30 ans. J'ai pensé à ça dernièrement. Ça ne me rajeunit pas. Mais pour vous, c'est presque un avantage parce que, en fait, aujourd'hui, j'aimerais ça partager mes observations avec vous concernant la communication. Je vais parler d'engagement, mais ce sera davantage Marianne par la suite parce que ce qui précède l'engagement pour que le citoyen s'engage à commettre une action, à poser une action, ça prend une communication. Puis la communication peut se décliner en plusieurs facettes et peut prendre aussi plusieurs formes. Donc, je vais essayer d'élaborer ça un petit peu pour pour que vous puissiez mieux saisir un projet, s'il est acceptable, s'il n'est pas acceptable, et des petits trucs peut-être. Donc, sur mes 30 années d'expérience, j'ai quand même quelques anecdotes. Là, je ne vais pas juste faire des anecdotes lors de la présentation quand même, mais si je suis capable et si on m'autorise, je vais peut-être vous en donner quelques-unes. Donc, ah oui, c'est moi qui contrôle tout. Je vais faire 2 tâches en même temps, c'est... déjà trouvé le bon sens. Donc, ça, c'est moi. Ça, c'est Marianne. Donc, bon, ça, c'est encore moi. Développer l'engagement citoyen. En fait, l'engagement citoyen, c'est le titre de la conférence, mais moi, comme je le dis, je vais d'abord davantage aborder tout ce qui est aspect communication, information, sensibilisation, éducation. Dernièrement, en fait, la semaine dernière, un pédagogue m'a fait remarquer que le mot sensibilisation était peut-être pas, on opine du bonnet, approprié. Les gens préfèrent compréhension, si on veut, parce que sensibilisation fait référence justement au sens de l'individu. Donc, c'est plus de la compréhension. Est-ce que je me trompe? C'est le bon terme? Oui.
Mais sauf que l'acronyme ISE, tout le monde le connaît, mais ICE, I-C-E, c'est peut-être pas très à la mode ces temps-ci. Donc, je vais conserver ISE pour la compréhension. Donc, au niveau du plan de la présentation, oui, je vais présenter brièvement l'organisation que je représente, la place de l'ISE, de l'information de la sensibilisation dans la gestion écologique des déchets, l'importance de l'ISE et la justification d'une mesure ou d'un projet, et je vais conclure. Juste en passant, vous m'entendez bien dans le fond de la salle? Parfait. Le front commun, pour les intimes, parce qu'autrement c'est trop long. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, c'est un organisme sans but lucratif, et même depuis quelques mois, on est un organisme de bienfaisance, donc si vous voulez faire un don, on les accepte. On existe depuis 91, donc on va bientôt fêter le 45e anniversaire, je crois, si je calcule bien. On est 70 organisations qui sont membres à travers le Québec parce qu'on représente les groupes communautaires qui travaillent au niveau de la gestion des déchets ou qui ont un intérêt dans la gestion écologique des déchets à travers la province. Et aussi, on a des membres individuels, là, près d'une centaine de membres à travers la province. Donc, on est actif dans les grands dossiers de GMR, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des matières résiduelles au Québec, que ce soit la collecte sélective, le compostage, la biométhanisation, les lieux d'enfouissement technique, la valorisation énergétique. Donc, du moment qu'il y a un dossier qui touche la gestion des déchets avec une incidence provinciale, on n'est pas très loin derrière ou même des fois devant. Donc, et aussi, on aide les citoyens aux prises ou qui cherchent des solutions suite à des problématiques qu'ils vivent dans leur région. Problème d'acceptabilité sociale pour un projet, agrandissement d'un lieu d'enfouissement, développement de projets de compost ou autre. On est actif sur les plans local, régional et national, comme je viens de dire. On est impliqué sur divers comités gouvernementaux, aviseurs ou jurys, notamment le Bureau de normalisation du Québec, si on veut. On participe à 3 comités, Biosolide, Digesta et Compost. Jury, les Grands Prix Dux, par exemple, les Oscars de l'alimentation au Québec ou Force Avenir, pour ne nommer que ceux-là, si on veut. Et aussi, comité aviseur, par exemple, le bureau de projet de la communauté métropolitaine de Montréal sur les résidus ultimes, qui vise ultimement à régionaliser la gestion des déchets sur le territoire de la CMM. Et on est promoteur de Zéro Déchet Québec, qui organise la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, même si on est un petit peu derrière, ultimement, c'est nous qui, en fait, c'est moi qui signe les chèques. Bon, je vais y aller directement avec ça. Donc, la place de l'information, sensibilisation, éducation dans la gestion écologique des déchets de l'ISE, ça fait vraiment partie intégrante de ce qu'on appelle la GED, gestion écologique des déchets, dans notre jargon. Parce que les 4 principes de la gestion écologique des déchets, dans l'ordre ou dans le désordre, mais moi, ça fait comme presque 30 ans que je suis en environnement, en gestion de déchets, et tous les dossiers, je les aborde sous cet angle-là. Si ce n'est pas un des... En fait, il y en a un 4e que vous allez voir, là, mais ça, c'est les grands principes du Front commun. Donc, tous ces principes-là, moi, je suis capable de me sortir de toutes les situations les plus compliquées possibles. Par exemple, lorsqu'on fait des entrevues dans les médias, lorsqu'on parle avec des promoteurs, je pense à ces 4 principes. Et le 3e que je vais vous montrer, qui est la démocratisation, qui est le principe, mais on peut aussi le résumer en communication. Je vais le décliner plus en détail plus loin. Donc, la responsabilisation des individus, des promoteurs privés, de l'industrie, mais aussi des politiques. Donc, ça, c'est le premier principe, la régionalisation. Le plus localement on gère un déchet, le mieux c'est, pour diverses raisons. Premièrement, ça responsabilise le consommateur, ça responsabilise le politique, et on ne veut pas avoir nécessairement les déchets des voisins. On veut que chacun se prenne en main. Ce n'est pas dans ma cour, c'est chacun dans sa cour. Donc, par exemple, au niveau de la CMM, le bureau de travail sur la régionalisation, si on veut, ben, c'est exactement ça. Donc, moi, j'adore ça. Les 3 R, donc, réduction, réutilisation, compostage, et ensuite élimination, valorisation. J'aime moins le mot valorisation pour différentes raisons, mais le premier R, surtout la réduction, ben, on en parle beaucoup moins, alors qu'on devrait en parler davantage. C'est pour ça qu'on organise depuis maintenant presque 10 ans la SQRD, mais qui existe aussi depuis 25 ans, parce qu'on trouve qu'on ne parle pas assez de réduction à la source. Pas de réduction à l'élimination, mais vraiment de réduction à la source. Donc, il faut s'attaquer à la consommation et
à la production. Vous savez combien on génère ou on consomme de ressources par année au Québec? C'est 271 millions de tonnes de ressources. Donc, ce sont des briques, de l'essence, de la nourriture, et ainsi de suite. C'est sûr que tout ne va pas à l'enfouissement ou à l'élimination après, mais on est un des plus grands consommateurs par habitant au monde, au Québec. C'est 30 millions de tonnes par habitant, tout âge confondu. Donc, c'est énorme. Si on travaillait au niveau de la consommation, ben, on augmenterait notamment notre indice de circularité. Parce que la circularité, ce n'est pas uniquement le recyclage, mais aussi la consommation, mais on n'en parle pas suffisamment. Au niveau de la démocratisation, je vais peut-être m'étendre un peu plus là-dessus, c'est que les citoyens doivent prendre part activement à l'ensemble du processus décisionnel entourant l'élaboration de politiques ou la réalisation de projets dans le domaine de la gestion des déchets. Ça implique leur application le plus tôt possible dans ce processus jusqu'à l'étape de réalisation. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Naturellement, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais ce que je reproche à beaucoup de promoteurs, publics ou privés, c'est justement qu'ils oublient ça. Ou pour eux, c'est accessoire. C'est-à-dire, investir là-dedans, ça ne vaut pas la peine parce qu'il n'y a pas de retombées concrètes. Okay? Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense pour ces gens-là, les promoteurs en général. Alors que non, les projets, si on veut qu'ils soient compris, acceptés, et ultimement, si on veut que les citoyens participent à ces projets-là, s'ils sont bien présentés et si les citoyens pensent que c'est un projet qui va leur être utile, bien ça, c'est une étape excessivement importante et peut-être même la plus importante. Mais malheureusement, elle est souvent escamotée ou on la fait parce qu'on est obligé de la faire et on marque ça dans le rapport comme quoi on a consulté les gens. Mais c'est ça, en fait, l'embryon de l'engagement citoyen, c'est la bonne communication. L'importance de liser, ou liser, comprenez aussi communication. Donc, comme je viens de dire, l'information, la sensibilisation et l'éducation entourant un projet ou une mesure environnementale sont trop souvent négligées. Elles sont considérées comme une dépense plutôt qu'un investissement, alors que c'est vraiment l'inverse. En fait, comme j'ai dit, c'est grâce à la communication, à l'information, sensibilisation, éducation, on met toutes les chances de notre côté. Si on veut rattraper les pots cassés à la fin d'un projet, oubliez ça. Je ne voulais pas trop nommer cet exemple-là, mais un bon exemple. Je ne dis pas que le projet est bon ou mauvais, mais pensez à un projet qui a eu lieu, ou qui n'a pas eu lieu, en fait, sur la Rive-Sud de Montréal, sur un grand terrain. Okay? Ultimement, c'est un projet, je ne veux pas dire écologique, mais qui a été présenté comme ça, Nordvolt, l'usine de batterie. Là. Mais ils ont complètement escamoté la phase de communication de ce projet-là. Les groupes environnementaux, les citoyens, ne se sont pas battus contre le projet en tant que tel. En fait, ils ne le connaissaient pas. C'est juste qu'ils n'avaient aucune information et ils trouvaient ça vraiment louche. Donc, même actuellement, c'est encore en cours parce qu'on nous a caché beaucoup de choses. Donc, il y a eu des grosses failles au niveau de la communication de la part du promoteur, de la compagnie et le gouvernement qui était aussi partenaire de ce projet-là. Donc, on n'a même pas eu le temps de parler du projet, bon ou pas bon, là, ce n'est pas la question. Je pourrais vous le dire en privé, qu'est-ce que j'en pense, mais c'est au niveau de la communication, ça n'a pas eu lieu. Et le projet a subi beaucoup d'écueils. Et c'est dur de commencer avec un boulet comme ça à traîner, c'est-à-dire qui n'est pas accepté par la population, parce que la population n'est pas au courant. C'est quand même un méga projet de plusieurs centaines de millions de dollars. Ils auraient peut-être pu investir quelques millions de dollars sur ces centaines-là, dans la communication, ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait pour eux. Donc, ce que je viens de dire, la réalisation d'un projet, quelle que soit son ampleur ou son budget, peut échouer si les impacts ou les conséquences de ce dernier n'ont pas été assez diffusés auprès de la population. Donc, diffuser, oui, mais il faut voir comment aussi. Donc, la communication pour un promoteur, pensez peut-être Ville de Montréal, promoteur public, promoteur privé, donc peu importe le promoteur, bon ou mauvais projet. Donc, l'idée, je ne parle pas des projets en tant que tels, mais je parle plus au niveau de l'activité de communication, de diffusion de l'information, de sensibilisation et de l'éducation. Premièrement, il faut communiquer le projet et surtout faire comprendre aux gens ou que les gens comprennent, c'est ça ultimement. Et après ça, on aurait peut-être du travail à faire là-dessus, mais quels sont les impacts
pour les citoyens. Est-ce que les impacts vont être positifs ou négatifs? Il faut vraiment être transparent, il faut tout leur dire. Après ça, s'il y a quelques écueils, impacts négatifs, on peut les expliquer davantage et trouver des mesures de mitigation, par exemple. Comment, si le citoyen ou le groupe de citoyens a peut-être des problèmes avec tel ou tel aspect, bien, peut-être qu'on peut s'entendre là-dessus. Ça, c'est pas juste dire voici c'est quoi le projet, bien, c'est faire connaître les impacts positifs ou négatifs. Et c'est comme ça qu'on construit un projet, un bon projet. L'acceptation. L'acceptation, c'est aussi super important. Ce n'est pas acquis d'avance. Un projet peut, tant qu'à moi, s'arrêter là s'il n'y a pas d'acceptation ou d'acceptabilité sociale. Il faut faire attention aussi à l'acceptation parce que tout le monde veut que son projet soit accepté ou tout le monde veut que le projet ne soit pas, ou beaucoup de personnes veulent que son projet ne soit pas accepté. Donc là, il faut faire attention à la désinformation. Il y a beaucoup de désinformation lorsqu'un projet est présenté. Il faut faire attention aussi aux leaders d'opinion, aux groupes environnementaux. Des fois, il ne faut pas trop se fier à eux parce que des fois, ils peuvent dire n'importe quoi, puis ils ont des agendas cachés. Je travaille pour un groupe en environnement. Mais pour vous dire, sérieusement, allez vérifier l'information qu'on vous communique. Parce qu'effectivement, chacun a ses intérêts là-dedans. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre toute l'information sur la table et qu'ensuite les gens, avec une bonne connaissance du projet, avec une bonne connaissance des impacts, puissent se faire un choix. Parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les citoyens, les groupes, les municipalités, ceux qui sont impliqués ou, j'aime pas dire, qui subissent les impacts de ce projet-là, du projet en question, bien, se l'approprient, qu'ils fassent en sorte que ce projet-là soit le leur. Pour ça, ils vont devoir calculer de quelle façon ils vont devoir contribuer. Ça peut être aussi une contribution monétaire, dans certains cas. Ça peut être une contribution, par exemple, au niveau des habitudes. Si on demande à des citoyens de changer leurs habitudes, leur comportement, ça peut être ça aussi, leur contribution. Et aussi les nuisances. Un projet peut apporter des nuisances pour des citoyens, peut apporter des bénéfices, de l'argent, par exemple. Souvent, il y a des promoteurs qui débarquent, qui offrent de la gratuité, par exemple, pour l'enfouissement pour une communauté, une MRC, des prix très, très bas. Donc, c'est des impacts que les gens doivent prendre en considération. Il faut faire attention. Des fois, ça peut être aussi un petit peu malveillant. Donc, on essaye d'acheter légalement des communautés pour imposer un projet. Donc, il faut vraiment avoir du recul. C'est pour ça, encore, il faut avoir une bonne connaissance du projet. Et après, si on arrive à passer après toutes ces étapes, c'est l'engagement citoyen. C'est-à-dire, là, c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est l'étape dont Marianne va vous parler juste après. Ça veut dire de quelle façon on amène le citoyen à passer de la parole aux actes. Il y a toute l'information, et si on arrive à passer ça les 3 premiers de façon positive pour les citoyens, bien après ça, il faut faire un petit plus pour qui mettent l'épaule à la roue, qui contribuent au succès de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Parce que souvent, on a tendance à l'oublier, ça je vais le répéter plus tard, que la participation citoyenne à un projet, quel qu'il soit, est fondamentale. C'est-à-dire, on a beau construire la plus belle usine au monde, la plus belle plateforme de compostage, la plus belle usine de biométhanisation, s'il n'y a pas de participation citoyenne en nombre et en qualité au niveau de la matière, du gisement, ben, l'usine va produire ce qu'on lui amène. Les Anglais ont une expression qui est « garbage in, garbage out ». Et ça se travaille en amont, véritablement. Toujours sur l'importance de la communication, de l'ISE, tous les projets répondent à des besoins. Et à différents, ils viennent perturber. Donc encore là, c'est important de bien comprendre les projets. Les besoins, ça peut être des investissements privés. Comme j'ai dit, moi, je ne fais pas de distinction projet public, bon projet, mauvais projet. Mais il faut comprendre les projets, comment les lire. Ça peut être des investissements privés. Donc, ceux qui présentent un projet privé ont des intérêts. Ça peut être financier, c'est peut-être vraiment pas le bien de la communauté. Ça peut être au niveau aussi d'un projet qui répond à des exigences réglementaires. Par exemple, le gouvernement, le plan de gestion des matières usuelles, veut qu'on implante telle mesure. Bien, on doit le faire pour respecter le PGMR. Et la nécessité pour une communauté. Le projet est nécessaire, on en a besoin, mais il va avoir des impacts. Donc, il faut bien discerner, comprendre que le promoteur qui va présenter un projet a ses raisons.
Après ça, c'est à nous, ou plus c'est à lui, à faire en sorte qu'on fasse ses raisons à lui, les nôtres. Parce que les projets qui nous sont proposés ou proposés à des communautés peuvent venir perturber l'environnement en général et les habitudes de vie des citoyens. L'environnement, ça peut être aussi, par exemple, dans certains cas, le transport, le bruit, en fait, les nuisances, les habitudes de vie des citoyens. Si on impose, si on veut instaurer une Xème collecte de X résidus, ben, ça va changer les habitudes de vie. Donc, il faut faire attention aussi aux termes qu'on utilise. Souvent, on parle d'effort. L'effort de trier dans un bac brun. Moi, je déteste le mot effort. Ce n'est pas un effort, c'est une habitude qu'il faut modifier. Donc, autrement, les gens ont été habitués au Québec pendant très longtemps à tout mettre ça dans un gros sac noir puis mettre ça en bordure de rue. Maintenant, on n'est plus en 1980, là, on a évolué, donc on a plusieurs collectes, ce qui est une excellente chose, et on a plusieurs bacs. Donc, il faut simplement s'habituer à utiliser le bon bac, mettre le bon résidu dans le bon bac. Mais pour certains, comme Clélia l'a dit, c'est très intime, les poubelles. Du moment qu'on touche à nos poubelles, il y a tout de suite une levée de bouclier. Les gens n'aiment pas ça qu'on touche à leurs poubelles, n'aiment pas ça qu'on touche à leurs habitudes. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer pourquoi. Toutes les étapes précédentes que j'ai parlé précédemment, la communication, l'appropriation, c'est à ça que ça sert, pour ultimement que les citoyens comprennent le projet et acceptent de contribuer, donc à s'engager à la réalisation du projet en question. Ah. Bon, moi, je n'ai pas d'espace ici, là, mais donc, il n'y a pas d'engagement citoyen sans une réelle connaissance d'un projet et de ses impacts. Donc, je le répète, là, il n'y a pas d'engagement citoyen sans une réelle connaissance d'un projet et de ses impacts. Parce que si on veut que les citoyens, je le dis encore une fois, ça fait partie de la communication, il faut répéter, 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 pour que le citoyen s'engage à poser un geste, et on lui demande beaucoup, là. Tu es cogné à la porte, Clélia, on m'a parlé, Clélia, c'est la personne qui travaille pour les écoquartiers, là. Elle m'en a parlé ce matin, c'est elle qui, ultimement, est sur la ligne de front pour cogner à la porte des citoyens. Et c'est elle qui se fait enguirlander par, pas souvent, mais à l'occasion, c'est la première personne que le citoyen voit lorsqu'il y a une action qu'on lui demande d'opposer, qui n'est pas d'accord avec. Ben, c'est Clélia et ses collègues qui ramassent tout. Donc, c'est important de bien informer en amont le citoyen sur ce qu'on lui demande de faire et pourquoi. 5 minutes. Quels sont les avantages pour les citoyens? Pensez à une pub de voiture, Chevrolet. OK? Pensez, la pub dure 30 secondes. On vous présente le projet. Le projet, ben, c'est ça, on vous présente le produit, Chevrolet, belle voiture, merveilleuse et tout. On vous présente aussi qu'est-ce que la voiture vous apporte. On ne parle pas de la mécanique, on ne parle plus de la mécanique, on dit le système de son, le Wi-Fi dans la voiture. Donc pour vous, waouh, c'est merveilleux, une belle voiture, en plus, avec des belles images. En plus, j'aurais quasiment envie de dormir dedans tellement c'est agréable et tout. Et en plus, après, à la fin de la pub, c'est pas cher. On vous la donne pratiquement, en fait, c'est pas vrai, mais on vous la donne pratiquement. Donc là, wow, après 20 secondes, là, vous êtes vraiment omnibulé par là, vous voulez avoir une Chevrolet. Puis en toute fin de la pub, à la 28e seconde, c'est pas cher, des versements minimum. Vous payez 5 $ par jour. Quand vous faites le calcul, c'est 3 millions par année. Mais on vous dit ça, c'est pas cher. Donc, le produit, c'est merveilleux. Ça améliore votre vie de façon incroyable. C'est pas cher. Et en plus, on vous donne des outils pour que vous l'achetiez pratiquement pas cher. C'est ça. En fait, ça fait les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure. On le fait en pub. Pourquoi on ne le fait pas en environnement? En environnement, on vous présente juste, souvent on culpabilise les gens, sauver la planète, composter, c'est bon pour l'environnement, des choses comme ça. On oublie les autres étapes. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le citoyen va récupérer sa matière organique? Donc, moi, je ne vois pas d'incitatif souvent dans les communications qu'on fait en environnement au niveau de la collecte sélective, c'est la même chose. Donc, on présente seulement un projet, on prend pour acquis que le consommateur, le citoyen, va passer de la parole, en fait, de ce qu'il entend aux actes. Non, parce qu'il y a encore des étapes entre l'information et la prise de position. 3 minutes. Donc,
L'élément le plus important, c'est la justification d'un projet. Est-ce que le projet est nécessaire? Est-ce qu'il est endossé par la population? Et là, je me répète, c'est ce que j'ai réalisé, je dis souvent la même chose dans cette présentation-là, mais c'est important. Est-ce que le projet est nécessaire? Est-ce qu'il est appuyé par la population? Est-ce que les mitigations des impacts, comme je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a trouvé des façons de résoudre des problèmes qui peuvent peut-être causer des irritants? Souvent, les problèmes sont mineurs. Si c'est une question de bruit, une question de poussière, ou peu importe, ou de grosseur de bac, de disposition de bac, peu importe. Tout se discute et tout s'explique bien si on est vraiment de bonne foi. Et les retombées, quelles sont les retombées positives ou négatives? Il faut que le citoyen comprenne pourquoi on lui demande soit d'accepter un projet, soit de contribuer à un projet. Si on parle d'une collecte X ou Y, il faut vraiment qu'il trouve son compte. Il ne le fera pas pour vos beaux yeux. Il ne le fera pas pour l'environnement. Il va le... C'est très terre à terre. Il va le faire si lui-même trouve un intérêt. L'intérêt peut être économique, l'intérêt peut être l'environnement, l'intérêt peut être social, ça peut être pour sa communauté, mais c'est super important. Au niveau de la justification d'un projet ou d'une mesure, au niveau du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement, moi, c'est le plus important. Je m'attaque souvent à la justification du projet parce que les promoteurs n'en ont aucune espèce d'idée comment présenter leur projet. Je travaille dans les dépotoirs. Ils veulent faire un dépotoir. Ils disent que le dépotoir est nécessaire parce qu'on y est plein. Bon, mais non, c'est-à-dire qu'il faut parler davantage de ça. Il faut parler en amont du dépotoir, de la génération des déchets. Il faut parler des habitudes des citoyens. Il faut vraiment faire comprendre que on a des choix, mais ça, c'est vraiment le meilleur des choix. Donc, on le justifie comme ça en précisant que toutes les étapes ont été évaluées et qu'on présente ce projet-là parce que c'est une nécessité, mais c'est une fausse nécessité. Moi, la question souvent que je pose au BAP, à un promoteur, est-ce que vous avez un plan B? Et ils n'aiment pas cette question-là parce qu'ils n'en ont pas de plan B. Donc, c'est ça ou c'est rien. Déjà, pour moi, le projet est mort. Bon, je suis un peu radical, là, mais il y a des bons projets quand même. Au niveau de la conclusion, il me reste une minute, madame? Je peux dépasser un peu. Donc, je vais enlever ma veste et puis prendre ça relax. Donc, au niveau de la conclusion, lisez, l'implication et l'engagement citoyen sont les clés du succès des projets en environnement. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la grosseur, la fréquence des collectes, c'est l'implication, l'engagement citoyen, la compréhension, la connaissance et l'appropriation du projet ou de la démarche, là, si c'est une collecte. Ça peut être quelque chose de physique où on demande à quelque chose, on demande à quelqu'un de faire quelque chose. Ça prend une bonne, et là je le répète encore, si on me donne un petit 30 secondes de plus, j'en ai parlé, ça ne paraît pas, peut-être à cause des cheveux maintenant, mais il y a très longtemps, avant que je travaille dans l'environnement, j'étais dans les forces canadiennes, dans la réserve. J'avais des études à payer. En fait, la réserve, je n'étais pas engagé, ils n'ont pas eu le temps de me brainwasher, mais c'était vraiment alimentaire. J'ai suivi des cours de méthode d'instruction. Méthode d'instruction, c'est comment donner un cours. Bon, je ne pense pas qu'il m'en est resté grand-chose, mais je me souviens d'une chose. C'était un cours sur comment dépasser une voiture. Donc, la première démarche, c'est regarder dans le miroir. La deuxième démarche, c'était l'angle mort, le clignotant. Mais entre chaque démarche, il y avait une petite voix off, une grosse voix, c'est « Est-ce nécessaire? » Là, tu regardes le miroir, ensuite, l'angle mort, est-ce nécessaire? Et ça fait 30 ans, et à chaque fois que je dépasse en voiture, parce que oui, j'ai une voiture, je me dis dans ma tête, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'ils l'ont tellement martelé dans ce cours-là que je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je double la voiture, gagner 1 seconde, risquer ma vie ou celle d'autres personnes? Donc, vous voyez, donc je me répète encore, une bonne information pour le projet, c'est la clé. L'acceptation ou le rejet. Si c'est un rejet, retravaillez votre projet. L'appropriation du citoyen, c'est super important. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il en retire, lui, de ce projet-là? Comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement l'environnement, sauver la planète. Ça peut être très concret. Ça peut être des nuisances pour lui. Ça peut être de l'économie. Faites valoir que le projet va lui faire des économies. On parle de plus en plus. Hier, il y avait une conférence à Drummondville. Ça a été aussi l'objet d'une conférence. Maintenant, l'intérêt des gouvernements sur le plan environnemental, c'est qu'il faut vendre les projets environnementaux avec l'aspect économique. Qu'est-ce que les gouvernements vont... ça, c'est un peu l'influence de notre voisin du Sud, là, mais quel va être l'intérêt économique de poser telle mesure ou tel geste environnemental?
C'est la même chose avec le citoyen. Aussi, l'engagement. L'engagement, comme j'ai dit, c'est ce qui vient après tout ce que je vous ai présenté, et c'est ce que Marianne va vous expliquer aussi avec brio dans les prochaines minutes. Donc, je vous remercie de votre écoute, et j'inviterai Marianne à venir présenter. Merci beaucoup, Karel. Très intéressant. Je vais reprendre ça aussi. Voilà. Alors, moi, je voulais poursuivre la discussion en parlant un petit peu plus de la participation citoyenne, donc de comment on passe de la sensibilisation à l'engagement des gens pour pouvoir changer les comportements, pour pouvoir ajuster nos habitudes, justement. Et puis, pour ça, je veux vous parler un petit peu de la démarche, mais aussi plus spécifiquement de la collecte des matières organiques et de la collecte des matières organiques dans les multilogements. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet où on teste différentes approches pour augmenter la participation dans les multilogements. Et puis, je veux vous présenter justement, c'est sur comment on a appuyé la démarche, sur quoi et pourquoi. Puis après, c'est des éléments, je crois, que vous allez pouvoir ramener chez vous pour pouvoir intégrer dans différentes approches de communication. Alors, allons-y. En premier, je voulais commencer avec 2 études de cas. Alors, suivez-moi bien. Là, on ne parlera pas de matière organique tout de suite. C'est une étude de cas d'un atelier d'efficacité énergétique où on avait, c'est des chercheurs qui proposaient un atelier de 3 heures, un samedi matin. Ils ont fait une annonce dans le journal pour inciter les inscriptions. Là, c'est il y a quand même quelques années, avant les webinaires et tout ça. Et puis, il y a eu 40 inscrits qui se sont présentés à l'atelier. Alors là, ici, on est vraiment dans un contexte où on a des personnes volontaires. Ils sont disponibles pour recevoir de l'information, améliorer leurs connaissances pendant une période à laquelle il n'y a pas un seul projet qui pourrait réalistement penser que ça peut arriver. On ne peut pas baser notre stratégie d'engagement citoyen en se disant on va être capable de parler à tout le monde 3 heures de temps. Ça, c'est impossible. Alors, c'est vraiment scénario de rêve. Et puis, comme c'est des chercheurs, ils ont décidé de vérifier est-ce que ça fonctionne. Est-ce que de transmettre de l'information, de sensibiliser les gens, de les éduquer sur les meilleures pratiques, est-ce que ça fonctionne? Alors, ils ont fait un sondage sur les attitudes, les connaissances. Avant-après, ils ont vu une fantastique amélioration des connaissances, de leurs attitudes, de leur intention à adopter des nouveaux comportements. Et puis ensuite, ils sont allés vérifier. Ils sont allés chez les gens. Ils sont allés voir est-ce que les gens l'ont mis en pratique. Alors évidemment, ils avaient laissé un délai pour que les gens aient le temps de mettre des choses en place, mais ils sont allés vérifier. Et puis, comme on parle d'efficacité énergétique, mais c'était entre autres sur la température du chauffe-eau, qui est un des postes d'énergie importants dans une maison. Il y avait seulement une personne sur 40 qui avait abaissé la température de son chauffe-eau. Ensuite, il y avait 2 personnes sur 40 qui avaient installé un isolant autour de leur chauffe-eau, sauf qu'ils l'avaient fait avant l'atelier. Et puis, on avait quand même 8 personnes sur 40, donc le quart des participants, qui ont installé un pommeau de douche à débit réduit. C'est juste que tout le monde avait reçu un pommeau de douche gratuitement pendant l'atelier. Alors, tout ça pour vous dire que même si on a les conditions parfaites pour pouvoir sensibiliser, qu'on leur donne les outils, ce n'est pas suffisant. Un autre exemple de cas, ici, c'est sur la diffusion de l'ISée. Par exemple, c'est une campagne d'économie d'eau potable où c'est une municipalité qui a préparé et distribué un manuel de bonnes pratiques sur comment on fait pour économiser de l'eau potable. C'est quoi les meilleurs gestes, les gestes à éviter, les meilleures pratiques. C'est
en faisant le lien aussi, le What's in it for me, comment on économise de l'eau, comment on économise de l'argent, économiser de l'eau potable, tout ça. C'est dans un contexte aussi où il y avait des compteurs d'eau, donc de l'argent lié à l'eau potable, et donc vraiment un guide complet sur comment améliorer la situation au niveau de l'eau potable. C'est un projet qui coûtait 50 000 et puis c'était aux États-Unis. Ils ont distribué le manuel de bonnes pratiques à la moitié de la communauté en notant quelle adresse l'avait, quelle adresse l'avait pas. Puis, eux pouvaient faire un suivi sur les factures pour savoir, bon, mais est-ce que, avec les compteurs d'eau, est-ce qu'on voit un impact ou non? Donc, vraiment une belle analyse scientifique du changement de comportement directement lié à ce manuel de bonnes pratiques. Et puis, ensuite, bien, ils pouvaient, avec cette méthode-là, évaluer l'impact sur la consommation d'eau. Alors, il n'y a eu aucun impact sur la consommation d'eau. Et puis, cet exemple-là, je voulais l'amener pour dire l'information, la sensibilisation, l'éducation, c'est absolument une information préalable à ce qu'il y ait un changement de comportement. Par contre, il faut qu'il y ait autre chose. Mais c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'autre pour franchir le pas, pour être capable d'aller plus loin. En fait, ce qui explique pourquoi on n'est pas... ce qui explique ça, c'est que 80% des facteurs qui influencent nos comportements, pro-environnementaux, mais je dirais nos comportements en général, ça ne découle pas de la connaissance et ça ne découle pas de la conscience. Donc, avoir de l'information, être bien sensibilisé à un enjeu, avoir l'éducation là-dessus, ça répond aux 20%, puis ça va chercher notre cognitif. Mais notre cerveau, pour être capable de fonctionner une journée au complet, puis pas s'épuiser complètement, prend ses décisions de façon automatique dans 80% des cas. Et puis, cette prise de décision-là est souvent influencée par des biais cognitifs qu'on appelle. Donc, des raccourcis mentaux qui vont faire que la prise de décision va être plus rapide, que la prise de décision va prendre moins d'énergie cérébrale aussi. Alors, on a l'impression que je pense, donc je suis, mais ce n'est pas vraiment je pense, donc j'agis par la suite. Ici, c'est l'exemple, c'est un exemple vraiment visuel de cet élément-là. Donc, on a, vous voyez, un chemin pavé qui est évidemment le chemin qu'on désire que les gens prennent. Et après, bien, il y a le passage informel. Mais pourquoi est-ce que tout le monde prend le passage informel finalement? Bien, on voit d'une part que tout le monde le fait, c'est tellement tapé puis large, on voit que tout le monde passe déjà par là, donc il y a cet élément-là. Puis il y a aussi l'élément de c'est un raccourci. Donc, c'est plus pratique. J'économise au moins 3 secondes dans ma journée. Alors, c'est sûr que je vais prendre ce raccourci. Donc, juste pour vous montrer comme quoi, même si tout le monde sait que c'est le chemin pavé, le vrai chemin, mais il y a beaucoup de monde qui vont quand même prendre le passage informel. J'avais fait une présentation où j'ai fait un sondage là-dessus, puis c'était à peu près 80% des gens qui me disaient « Ouais, j'aurais pris le passage informel. » Alors, on est vraiment dans ces eaux-là. Par contre, quand on parle de matière résiduelle, bien, on a souvent l'impression que les poubelles, c'est notre passage informel, donc c'est le raccourci, c'est ce que tout le monde fait. Puis que notre bac brun, il est sur la belle voie pavée. On a déployé un service à tout le monde et puis on veut que tout le monde l'utilise, mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe dans la réalité. Alors, dans le cadre du projet sur lequel je travaille, un des éléments qu'on veut faire, c'est entre autres essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour que les gens utilisent plus notre chemin pavé. Mais sinon, est-ce que ça serait possible d'inverser le bac brun pour que ce soit celui-là qui soit le plus facile puis que tout le monde fait. Maintenant, quand on a de l'information, de l'éducation, de la sensibilisation sur un projet, sur un changement d'habitude, qu'est-ce qui se passe
chez les gens pour que on voit le but. Le but ici, c'est notre bac brun. On voit le but, on le sait que c'est ça qu'il faut faire, mais il y a comme un trou, il y a le fossé des bonnes intentions qui nous empêche d'atteindre notre but. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'intention à l'action? C'est vraiment là-dessus que s'appuie le changement de comportement. Pour essayer de travailler ce point-là, un des éléments importants, c'est d'aller comprendre ceux qui ne le font pas, pourquoi ils ne le font pas. Alors, c'est par ça qu'on a commencé. On a demandé aux gens, pourquoi est-ce que vous ne participez pas à la collecte des matières organiques? Et puis là, ils nous ont dit des choses que c'est certain que vous connaissez. Ils disent, ça pue, c'est dégueu, j'ai pas le temps, j'ai pas de place, j'oublie, c'est compliqué, j'ai peur d'attirer les mouches. Et il y a beaucoup de monde aussi qui nous disent, je sais pas. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Ça revient au système automatique qu'on a de prise de décision. Les gens disent, je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment posé la question, je n'ai jamais réfléchi à ça. On a travaillé sur ce dossier-là avec une firme vraiment spécialisée en changement de comportement. C'était vraiment intéressant parce qu'eux nous ont fait voir qu'en fait, c'est seulement la surface de l'iceberg, ces excuses-là que les gens nous disent et qu'on entend à répétition. En fait, ça cache autre chose sous la surface, quelque chose qui représente les biais cognitifs qui nous influencent dans notre prise de décision. Alors, c'est quoi qui se cache sous la surface? D'abord, la gestion des matières résiduelles, ce n'est pas une priorité pour les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut essayer de garder le tri à l'esprit. Alors, ce qu'on est en train de tester en ce moment, c'est, ici, c'est des affiches de différents formats, des affiches placées à différents endroits et aussi des dépliants pour attirer l'attention, mais surtout avoir un rappel visuel au moment où les gens posent le geste. Alors, on a, dans les aires communes, on a installé des affiches par rapport à la gestion des matières organiques. Et dans la salle à déchets, donc là où les gens viennent apporter leurs déchets, on a mis, comme vous voyez ici, des pancartes en haut du bac. Ici, j'adore cette photo-là parce qu'ils ont collé le dépliant directement sur le bac. Ils ont mis l'affiche qu'on met dans les aires communes, ils l'ont mis en haut, puis ils ont aussi mis celle pour dire « Merci de composter, c'est ce qui s'en va dans le bac ». Et puis, là, on ne le voit pas ici, mais on avait aussi des affiches sur chacun de nos flux. Donc, pour les ordures, pour les matières recyclables et pour les matières organiques, on avait avez-vous pensé à mettre vos matières organiques dans le bac brun? Vraiment un rappel au point de dépôt, donc au moment où les gens font le geste. L'idée, c'était vraiment de garder le tri à l'esprit. Un deuxième biais, c'est celui de l'absence de normes sociales. Tantôt, on avait le chemin informel où il était bien tapé et il était bien large. Ça nous montrait que tout le monde passe par là. Et ça influence notre prise de décision quand on sait ce que les autres font et quand on sait ce qui est attendu de faire. Alors, une solution, c'est de bâtir la norme sociale pour dire, mais ce n'est pas facultatif. C'est quelque chose qui est attendu, mais c'est aussi quelque chose que les gens font. Donc, ce qui est attendu, c'est par exemple ici, compostons ensemble. Merci de composter. Merci de vous joindre à nous. Avez-vous bien trié vos matières? Donc, ici, on rappelle le message que c'est ce qui est attendu. Mais on va plus loin que ça, avec ce qui est fait pour montrer ce que les autres personnes font. De cette façon-là, puis ça a été démontré, c'est une façon de bâtir la norme sociale. Ce que les autres font va avoir beaucoup plus d'impact que ce qui est attendu. Alors, pour cet exemple-là, ce qu'on a fait, c'est de dire chaque jour, de plus en plus de résidents de votre immeuble choisissent de composter. Et de plus en plus, c'est vraiment pour montrer que c'est une norme qui est en évolution, pour dire on a de plus en plus de gens qui participent, c'est en croissance, joignez-vous au mouvement, c'est plus efficace que de dire une norme statique ou un pourcentage, par exemple.
On a aussi des résidents de votre immeuble. Ça, c'est pour montrer que c'est dans votre communauté que c'est proche. Et on veut, dans le visuel, on a représenté des gens pour que les gens puissent s'imaginer que ça peut être eux aussi qui participent. Alors, on a des hommes, des femmes, on a des enfants, des adultes, on a de la diversité aussi. On a même des gens avec des gros avant-bras là-dessus. Et puis, là, on est en train de tester à quel point ça fonctionne, mais les normes sociales, c'est vraiment important. Un troisième biais, mais avant, je vais faire une parenthèse. Bon. Alors, ma parenthèse, c'est l'exemple de la banane triste. C'est une étude qui s'attaquait au gaspillage alimentaire. Dans les supermarchés, les gens n'achètent pas les bananes qui sont toutes seules. Et puis, les supermarchés ont fait un test pour voir, OK, comment on pourrait augmenter la vente de bananes seules. Et ils ont testé un message neutre. Ils ont testé un message de merci d'acheter les bananes seules. Ensuite, ils ont dit cette banane est vraiment contente, elle serait vraiment contente d'être dans votre panier. Et cette banane seule, elle serait vraiment contente de venir vous rejoindre à la maison. Et puis, ils ont aussi testé cette banane est vraiment triste de ne pas avoir été choisie. Merci de vous en occuper ou quelque chose dans cette veine-là. Donc, on avait le neutre, la banane contente puis la banane triste. Et puis, la banane triste allait susciter de l'empathie, alors qu'on sait que la banane, elle n'a pas de sentiments. Mais elle allait susciter de l'empathie qui ont fait augmenter les ventes de bananes seules de 58 % par rapport aux ventes habituelles. Alors, vraiment, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Notre troisième biais, c'est le biais du présent. Alors ici, c'est pourquoi est-ce que je changerais mes habitudes ou que je ferais un effort maintenant pour un gain futur et peut-être même pas pour moi, pour la communauté. Alors ici, ce qu'on a testé, c'est de susciter l'empathie avec un petit personnage qui s'appelle Bruno ici, qui est une petite créature magique avec une douce fourrure brune, qui habite au centre de compostage et qui se nourrit de nos résidus alimentaires. C'est donc Bruno, comme vous voyez en haut, est vraiment triste lorsque ses repas s'en vont aux déchets. Alors, c'est une des stratégies qu'on teste en ce moment. Donc, de pouvoir inciter le geste de tri par rapport à une créature magique de la même façon qu'une banane triste a influencé l'achat de bananes seules. Mais on se dit peut-être que c'est pas pour tout le monde aussi. Bon, peut-être que ça va pas fonctionner avec tous les publics. Par exemple, dans des tours à condos avec des adultes seuls, ça risque d'être moins porteur que dans des milieux où il va y avoir beaucoup d'enfants, par exemple. On a aussi une approche pour dire, mais comment rendre le compostage pertinent sur le plan personnel, ça va être de montrer à quoi ça sert concrètement. C'est quoi l'avantage? Ici, on a le message de votre cuisine à nos quartiers. Donc, d'améliorer nos quartiers, notre milieu de vie, par le geste concret de trier nos résidus alimentaires. Vous le voyez, c'est vraiment ici. Donc, on voit la chaîne, on met nos résidus dans le bac brun, le camion vient les chercher, ça s'en va au centre de compostage, puis ensuite, on a du compost qui fait pousser des plantes. C'est aussi dans l'idée de défaire les mythes sur ça ne sert à rien, ça s'en va tout à la même place de toute façon. Ce genre de discours négatif-là qu'on veut vraiment illustrer. Non. Dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. Et le quatrième et dernier des biais que je voulais vous parler, c'est celui des inconvénients. Alors ici, on sort des approches de communication, puis on se penche vraiment plus sur le geste de tri. Ici, l'idée, c'est de faciliter le geste de tri. Un petit peu comme dans notre passage informel, on avait les gens qui prennent le raccourci, mais ce n'est pas un raccourci nécessairement. Ça n'a pas besoin d'être
significatif. Là, on parlait, par exemple, de 3 secondes pour le passage informel. Mais de faciliter le geste de tri, est-ce que c'est un levier pour pouvoir réduire les inconvénients, puis faire en sorte que les gens passent à l'action, puis franchissent notre fossé des bonnes intentions? Alors, comment est-ce qu'on peut faciliter le geste? Mais on peut diminuer les inconvénients. Et puis, améliorer la commodité, par exemple, en offrant les bons outils. Mais les bons outils, ça peut être, par exemple, d'offrir des sacs. C'est quelque chose qu'on teste en ce moment. C'est quelque chose qu'on teste parce qu'on a demandé aux gens s'ils utilisaient des sacs, même si on dit, vous pouvez les mettre en vrac dans votre bac. On leur a demandé, est-ce que vous utilisez des sacs? Quelle sorte de sacs? Tout ça. Et puis les gens, c'est 80%, même je pense un petit peu plus, 83% des gens qui utilisent des sacs pour leurs résidus alimentaires. Puis c'est pour faciliter la gestion de leur mini-bac, c'est pour faciliter la gestion de leur bac brun aussi. Donc, c'est vraiment dans un esprit de commodité. Puis, est-ce que si les gens, on leur enlève la charge mentale d'aller s'acheter des sacs, puis que les sacs leur sont distribués, et puis d'enlever le coût qui vient avec l'achat des sacs, est-ce que les gens participent plus? Alors, c'est ça qu'on veut tester. Ça va être vraiment intéressant. Mais un autre aspect sur la commodité, c'est les gens disent « j'ai pas d'espace ». Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de logements où c'est des espaces très restreints, avec très peu de place à l'intérieur pour pouvoir gérer les outils, la poubelle, le bac de recyclage, le bac de matière organique. Alors, une autre approche qu'on veut voir, c'est d'offrir, peut-être que le mini-bac beige qui a été distribué de façon égale à tout le monde, peut-être qu'on pourrait offrir un deuxième modèle. Peut-être que le deuxième modèle, il pourrait être plus petit, puis convenir aux personnes qui sont 1 ou 2 personnes dans un ménage, puis qui ne génèrent pas tant que ça de matière organique, mais pour les inciter à dire, vous aussi, vous pouvez participer, ça peut s'insérer dans vos habitudes. Alors, ce sont 4 stratégies qu'on est en train de tester. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter les résultats de ces tests-là et des stratégies qu'on a déployées dans les multilogements pour voir comment ça impacte le comportement du tri des matières organiques. C'est tout ça pour vous dire que l'ISE, c'est la base, c'est un socle, mais ensuite, pour être capable de passer le fossé des bonnes intentions, de passer de l'intention à l'action, on doit réfléchir à quels sont les biais cognitifs, qu'est-ce qui fait que notre cerveau qui pense de façon vite et rapide bloque notre action, et puis à s'attaquer là-dessus pour pouvoir avoir vraiment un changement de comportement. C'était pas ma dernière slide. Une autre, mais là, ça, c'est la slide bonus. Alors, c'est vraiment ma dernière. Pour la commodité, il y a 2 stratégies. On peut encourager le bon geste ou on peut dissuader le geste qu'on ne veut pas qu'il arrive. Alors, le bon geste ici, c'est de mettre les résidus alimentaires dans le bac brun. On peut l'encourager en fournissant des bons outils, par exemple les sacs, ou en rapprochant le bac brun, par exemple, dans les multilogements, d'avoir un bac à chaque étage. Ça peut être une bonne stratégie. Ensuite, l'approche de dissuader, c'est de dissuader de mettre les résidus alimentaires à la poubelle. Alors, comment on dissuade? En plaçant la poubelle plus loin. Souvent, les gens vont avoir à parcourir une plus grande distance pour aller porter leurs résidus alimentaires et leurs matières recyclables que pour aller porter leurs déchets. Et puis, ça, c'est vraiment un frein à la participation. En fait, j'ai regardé récemment dans nos données auprès des gens qui habitent dans des multilogements avec une chute à déchets, puis qui doivent aller, par exemple, au garage ou au sous-sol pour aller porter leurs résidus alimentaires puis leurs matières recyclables. Les gens qui participent à la collecte des matières organiques, c'est 11 %. Alors que quand on est dans le multilogement, on est plus que 3 fois plus. On est proche de 4 fois plus de participation quand on n'est pas dans un contexte où on a une chute. Alors là,
mon projet que j'essaie de démarrer, c'est d'avoir un changement de chute, un changement d'usage des chutes, donc de convertir la chute à déchets en chute à résidus alimentaires seulement pour faciliter le geste de tri et dissuader le geste de mettre simplement tout aux poubelles. Alors, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui a beaucoup de chances de fonctionner, mais il reste encore à le démontrer à Montréal. Ça va être donc un projet à suivre là, dans les prochains mois et prochaines années. Alors, voilà. Merci beaucoup. Marianne, je vous invite à... Ça marche. Merci beaucoup pour les présentations. Je vous invite à prendre place pour la période d'échange entre panélistes. Debout, assis. Bon, debout. Qu'est-ce que vous voulez? Debout, debout. Est-ce qu'on pourrait passer la chaise à la table? Ben oui. Je vais écrabouiller dans le coin. Ça devrait aller. Alors, je vous invite à vous asseoir alors. Voilà. Parfait, si vous êtes prêts. Moi, j'ai des petites questions, c'est sûr, pour animer. Puis, gardez vos questions. Après, il va y avoir une période de questions du public. Peut-être, Marianne, on pourrait commencer par toi, si ça te va. Quel est l'ingrédient magique pour que les citoyens embarquent dans le projet? Et comment maintenir l'engagement? C'est une grande question, ça, Clélia. Je pense qu'il n'y a pas d'ingrédient magique, mais si on commence à penser le changement d'habitude puis le changement de comportement de plus en plus en se disant qu'il y a d'autres choses que seulement de savoir qu'il faut changer d'habitude, je pense que ça serait un bon début. De pouvoir mieux comprendre c'est quoi les biais cognitifs qui font que notre action est vraiment pas nécessairement rationnelle. Ça serait un ingrédient essentiel. Merci. Puis, j'ai envie de commenter le dernier fait sur la chute à déchets. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a vraiment longtemps, j'avais travaillé justement sur le changement de comportement. Puis on avait déjà fait la recommandation de changer les chutes à déchets puis de mettre le compost accessible. C'est facile. Dans le fond, les déchets, c'est les mêmes, poubelle ou compost. Et puis, il y avait de la réticence à le faire. Mais je me demande si la Ville de Montréal avait l'intention d'avoir une réglementation qui l'impose ou quelque chose qui permettrait de faciliter l'accès. On a actuellement, au niveau des règles d'urbanisme, pour certains projets, on va les encourager ou on va leur demander de nous démontrer que c'est mis au moins au même pied d'égalité. Donc, que pour la facilité du geste, ça soit au moins au même pied d'égalité. Mais ce n'est pas réglementaire. Pour qu'on puisse développer des réglementations, puis pour qu'on puisse, par exemple, mettre en place des programmes d'aide financière pour convertir les chutes ou pour fermer des chutes, mais ça prendrait, ça nous prend des justifications très fortes. Et c'est pour ça que je veux faire un projet comme celui-là. OK. Donc, vous préparez les arguments en vue d'aller plus loin par la suite. Exact. Super. Tant qu'on parle d'argent, Karel, j'ai une question pour toi qui n'était pas prévue. Je ne sais pas si tu as la réponse, le petit test. Mais quand on parle d'ISE, on parle souvent en environnement qu'investir $1, c'est économiser $15 par la suite. Est-ce qu'il y avait des chiffres ou quelque chose à ce propos au niveau de l'information? Non, je n'ai pas les chiffres et je ne sais pas si on peut les avoir parce que l'information, la sensibilisation, ça doit être un travail en continu. Souvenez-vous, pour les plus vieux peut-être, de Bell Canada, lorsque Bell avait le monopole des communications, c'était il y a très longtemps, là, il faisait quand même de la publicité. Donc, on n'avait pas le choix d'aller chez Bell, mais il faisait quand même de la publicité parce qu'il faut rappeler constamment aux gens d'utiliser le téléphone. Même chose pour la SAQ qui font de la pub. Si on veut consommer de l'alcool, du bon vin, là, du vrai vin, il faut aller à la SAQ. Donc,
Et comme j'ai dit, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas combien, parce que je pense qu'on investit premièrement mal ou on dépense mal au niveau de la communication. C'est sûr qu'on ne dépense pas assez, mais je n'ai pas de chiffres à te donner. Mais je pense que ça devrait être un poste budgétaire assez conséquent. Parce que tu vois, moi j'ai trouvé ça super intéressant ce que Marianne a présenté, mais c'est pas de la faute à Marianne, mais on est encore un petit peu en mode rattrapage. C'est-à-dire, on essaye de colmater des brèches ou de réparer certaines choses ou habitudes d'il y a très longtemps qu'on a mal faites à l'époque, alors que si on les avait bien faites aujourd'hui, ben, on n'aurait pas ce problème-là. Moi, je parle souvent du cadre bâti à Montréal et ailleurs. On devrait penser à ça maintenant lorsqu'on donne des permis, lorsqu'on construit des condos, des tours à condos, de penser aux poubelles avant. Moi, je trouve ça, il n'y a rien de plus regrettable quand je vois des tours à condos super belles, des condos locatifs, je ne sais pas ce que ça veut dire en passant, mais avoir des tours de condos locatifs, mais avec 30 bacs verts, bruns devant. Je trouve que ça casse vraiment le bel impact, si on veut dire, de l'édifice qui vient d'être construit. Alors, on n'a pas pensé aux poubelles. Les poubelles, c'est accessoire, on y pense après, alors qu'on devrait y penser avant. On ne va jamais faire disparaître les poubelles, on doit les gérer de la meilleure façon et aussi avec dans l'air du temps aujourd'hui. Et l'air du temps, c'est effectivement peut-être avoir des chutes à déchets accessibles plus facilement pour les matières organiques, avoir des infrastructures, peut-être même mutualiser les équipements dans l'édifice, mais peut-être même entre édifices. On ne pense pas à ça. Il y a des projets pilotes à gauche et à droite, mais à Montréal, mais selon moi, ils ont un petit peu été garochés n'importe comment. Ils n'ont pas été pensés, alors qu'on devrait penser à ça. Et je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes à la source. J'ai peut-être un petit point par rapport à ça. En fait, une collaboration entre le service de l'environnement, la Ville de Montréal, puis le service de l'urbanisme, c'est quand même récent qu'on a ces discussions-là, puis qu'on est capable de vraiment leur montrer, bien, il y a des enjeux avec la gestion de matières résiduelles. Quand vous avez un cadre bâti avec aucune marge, donc que le bâtiment commence là où le trottoir arrête, ça crée des enjeux. Et puis, là, on commence vraiment à avoir ces discussions-là. C'est vraiment essentiel. Puis, on ne penserait jamais à faire un bâtiment sans électricité puis sans eau, mais pourtant, les déchets, c'est comme une pensée, là, comme si c'était facultatif, alors que ben, tout le monde en génère et puis ça risque de se poursuivre encore longtemps. Merci. Marianne, une question pour toi. On parle beaucoup d'efforts en gestion des matières résiduelles, mais on fait toujours du tri, en fait. On trie notre linge, on trie notre épicerie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est socialement établi et accepté. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à intégrer dans notre quotidien et changer, et comment on devrait adapter notre discours, en fait, pour que le tri fasse partie intégrante, aussi bien pour la gestion des matières résiduelles que pour les autres? Ça, j'aime beaucoup ton exemple on fait déjà plein de tri à la maison, mais quand on trie nos aliments en revenant de l'épicerie pour les mettre aux bonnes places, on en bénéficie immédiatement. On conserve nos aliments, on ne gaspille pas notre argent, on est capable d'avoir ce qu'on a besoin pour pouvoir cuisiner. Quand on trie nos vêtements pour pouvoir les laver, par exemple, ben à ce moment-là, on va avoir des vêtements qui vont durer plus longtemps. Notre bénéfice est immédiat. Et puis, je reviens avec le biais du présent dont je parlais tantôt, c'est d'avoir pourquoi est-ce que je ferai un effort maintenant pour un gain futur. Mais là, dans ces exemples-là, le gain futur, il est pour nous, puis il est clair, puis il est facile. Avec le tri des matières résiduelles, c'est pas aussi clair et aussi facile pour le gain, pour l'individu. Je pense que c'est vraiment un des gros éléments à aller approfondir puis à creuser. Puis, pour essayer d'y arriver, je pense que c'est de mieux comprendre c'est quoi les préoccupations puis c'est quoi les valeurs des gens. Si leurs préoccupations, là, les messages sont beaucoup axés sur c'est l'environnement, c'est la santé des sols, la santé de la planète. Mais les gens, en ce moment, ils ont beaucoup d'enjeux sur, par exemple, la propreté. Ils veulent que les rues soient propres. Mais de pouvoir
de dire, par exemple, ben, quand tu utilises ton bac brun, il y a un petit... tu as un bac fermé, alors la vermine ne vient pas l'éventrer puis répandre tout ça partout, tout cochonner ta rue, tu sais. Fait que peut-être que c'est l'argument pour que ça soit plus axé sur le gain. Bien, si tu fais un tri puis que tu mets ça dans un bac fermé, tu n'auras pas de la vermine qui va étendre tout partout tes résidus alimentaires devant chez vous. Ça peut peut-être porter plus que si on dit « faites-le pour la planète ». Il y a un autre gain auquel je pense. C'est sûr que beaucoup d'entre vous, j'imagine, compostez pour avoir du compost, en fait. C'est un gain immédiat, accessible. Je me demandais pourquoi la Ville de Montréal mettait pas l'accent, je sais que ça l'a été dans le passé, en fait, les écoquartiers distribuaient des composteurs domestiques subventionnés par la Ville de Montréal. Et il peut y avoir des composteurs industriels aussi, à l'échelle, par exemple, de coopératives d'habitation ou de multilogements. Est-ce que ces options où le gain est immédiat, là, je mets mes résidus alimentaires, mais après, j'ai de la terre pour les plantes, est-ce que c'est des choses qui ont été explorées, n'ont pas été explorées, et pourquoi? Oui, bien, c'est super intéressant, mais puis on l'a exploré. Alors, pour le compost, la voie qui a été choisie à Montréal, étant donné la densité, tout ça, c'est vraiment la collecte avec le bac brun. C'est ce qui est plus facile pour les gens. Puis, on encourage les gens à utiliser des composteurs domestiques, mais on n'a pas vraiment de programme là, en course pour financer ça, étant donné qu'il y a déjà la collecte qui peut le faire. Puis je sais que le compostage domestique, c'est encore mieux que la collecte avec le bac brun. Mais là, c'est comme le choix qui a été fait là-dessus. Puis, pour les composteurs communautaires, les arrondissements peuvent encore mettre en place des projets là, pour des parcs, des jardins collectifs, par exemple, pour pouvoir avoir des composteurs communautaires. Par contre, pour ce qui est là, tu parlais de ces exemples-là, pour le retour du compost aux gens, bien, les arrondissements puis les plateformes de compostage à Montréal redonnent à chaque printemps, puis souvent à chaque automne aussi, le compost qui a été produit, donc le compost montréalais qui a été produit sur l'île de Montréal maintenant, aux citoyens. Puis, en arrondissement, souvent, on a des limites parce que les gens se garochent pour aller chercher des quantités. C'est vraiment super populaire. Puis, là, tu me disais, mais est-ce que ça peut être un argument? Est-ce que ça peut être un argument pour être capable d'encourager les gens à participer? Puis oui, c'est un argument, mais on a demandé, est-ce que d'aller chercher du compost, ça vous incite à avoir un meilleur tri? Les gens nous ont dit oui, mais quand on a demandé, est-ce que de savoir que le compost peut être redistribué à des gens parce qu'on trie nos résidus alimentaires comme il faut, est-ce que ça vous incite à un meilleur tri? Puis ça avait un meilleur pourcentage. De savoir que peut-être eux, ils n'en ont pas besoin, mais ils se disent, mais de savoir que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, ça, c'est plus un incitatif pour moi que de savoir que moi, je peux aller en chercher d'autres. Puis, un autre élément sur lequel on travaille, c'est d'utiliser plus à l'intérieur de la ville le compost qui est produit par les citoyens pour qu'ils voient, bien, cet arbre-là, il a été planté grâce à votre compost. Et puis, ce parc-là a été ensemencé grâce à votre compost. Et puis, ça, de vraiment voir le résultat puis le fruit de leur effort localement, proche de chez eux, je pense que c'est une des clés qu'on veut utiliser là, pour la suite. Merci. Une dernière question pour Karel. Après, je vais laisser la parole au public. Karel, tu l'as mentionné, la communication est un outil essentiel pour favoriser l'engagement citoyen. Dans cette optique, est-ce qu'on a assez d'informations communiquées en environnement? Absolument pas. Et celle qu'on a, souvent, elle est très galvaudée parce que les gens qui communiquent en environnement, souvent, ils ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement environnementaux, c'est souvent des intérêts privés. Il y a beaucoup de désinformation également. Et je trouve que depuis qu'il y a les médias sociaux, beaucoup de gens se sont improvisés experts en environnement. Consultants en environnement, consultants sur le web en environnement. Donc, il y a plusieurs informations. Moi, je suis sur les médias sociaux un petit peu et je me dis, mon Dieu, c'est pas possible de voir autant de choses qui sont inexactes ou
incomplète et je me dis à quoi ça sert derrière ça. En fait, ça sert simplement à la personne qui diffuse l'information. Et malheureusement, c'est un peu l'apanage des médias sociaux, c'est-à-dire c'est pas nécessairement pour le bien d'autrui, mais c'est plus pour le bien de la personne qui communique. Parce que ultimement, la communication devrait mener, comme on l'a dit, puis Marianne l'a bien expliqué aussi, amener à des changements de comportement. Et moi, ce que je retiens aussi de Marianne, et je l'ai abordé, il faut que les gens aient un gain direct. Et c'est un peu plate à dire, c'est-à-dire c'est pas nécessairement un gain si on va la planète, et ainsi de suite, mais c'est un gain, qu'est-ce que moi, ça va me rapporter? Et c'est comme ça que ça marche. Ça me tentait même de demander à Marianne, est-ce que si on a des pénalités, est-ce que ça va aussi être un bon outil pour que les gens participent? Bon, c'était peut-être un autre débat. Mais au niveau de la communication, moi, je pense qu'on devrait resserrer, et là, c'est ça, c'est peut-être mon biais à moi, mais resserrer les messages en environnement, que ça passe à travers un certain filtre. Bon, je ne veux pas de la censure, là, mais parce qu'autrement, c'est tout et n'importe quoi. En environnement, là, il y a 30 ans, il y avait très, très peu de gens qui étaient impliqués en environnement. On était vraiment des extraterrestres, là, quand on parlait de l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde a la vérité absolue, tout le monde... Bon, mais en fait, c'est du n'importe quoi bien souvent. Et c'est un peu malheureux parce que ça dilue énormément le message et les gens croient ce qu'on leur dit souvent sur les médias sociaux, donc ils vont croire que les sacs compostables, c'est un exemple, c'est une bonne chose. Alors que non, je sais que la Ville de Montréal les tolère parce que ça permet justement de la participation publique, mais pour d'autres municipalités, c'est une plaie d'avoir des sacs compostables parce que les gens vont mettre des sacs de plastique, ils n'ont pas nécessairement l'équipement pour désensacher la matière organique. Donc, c'est juste un exemple, mais il y a beaucoup d'informations qui n'est pas nécessairement bonne et qui s'applique à tous. Est-ce qu'on a suffisamment d'informations en environnement? Non. Puis je dirais encore plus, l'information qu'on a, elle est souvent pas la bonne. Pas bonne. Merci. Est-ce que vous avez des questions entre vous ou je passe le micro à la salle? Allons-y. C'est bon? Je peux parler comme ça, sinon on s'entend. Ah, pardon. Bon, ben, tu as un peu vendu mon punch, Karel. J'allais demander si on était rendu à Montréal, parce que il y a beaucoup de ces... c'est vraiment très intéressant, merci d'ailleurs. Là, j'ai retenu beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup inspiré, mais ça m'a aussi confirmé un peu ce que je voyais sur le terrain, notamment le fait qu'il faut qu'il y ait un gain direct. Et je me suis demandé à quel point on était prêt à Montréal, peut-être, aussi de faire une forme de taxation basée sur les bons gestes. Donc je sais qu'on paye déjà nos matières résiduelles dans le cadre de nos impôts, mais si tout est gratuit, bon, il y a la carotte et il y a le bâton. Est-ce que ça doit être incitatif? Est-ce qu'on doit avoir un gain d'une façon sur nos impôts par rapport à un bon tri du compost et du recyclage, ou est-ce que c'est plutôt punitif, donc des pénalités? On voit ça dans d'autres villes, on voit ça dans d'autres endroits du monde. Je sais qu'à San Francisco, ça fait longtemps qu'ils ont eu ces réflexions-là, en Europe aussi. Et je me demande juste à quel point à Montréal, on a besoin de ça aussi. Parce que comme ça, l'histoire de l'absence de la norme sociale, bon, tout ça est un peu réglé. C'est juste une habitude qu'on a. Puis si on le fait bien, ben, ça nous coûte moins cher. Puis si on ne le fait pas bien, ben, ça nous coûte plus cher. J'ai l'impression que les gens, en ce moment, l'argent, c'est un sujet très chaud. Et si c'est par là qu'on doit passer, est-on prêt? Est-on prêt? Voilà. J'arrête me... C'est vraiment une très bonne question et une question beaucoup d'actualité parce que la cause environnementale a pris une petite claque là, dans les derniers temps et puis laisse place à beaucoup la question économique. Donc, est-ce que des incitatifs économiques, c'est pertinent? En fait, par rapport à ça, dans les biais cognitifs, les gens vont vivre une perte beaucoup plus fortement qu'un gain. Alors, par exemple, sur les sacs à l'épicerie de 10 sous, qui coûtent 10 sous pour avoir un sac là, quand ça a été implanté, parce qu'il fallait payer un supplément, même si c'était 10 sous, ça a permis vraiment d'encourager l'utilisation des sacs réutilisables, puis d'élargir vraiment l'utilisation de cette approche-là.
et de carrément mettre en place la norme sociale. Alors, absolument que ça peut être un levier très, très pertinent. Et puis, c'est beaucoup plus efficace qu'un gain, par exemple, de 10 sous pour dire, si vous n'utilisez pas de sac, vous allez avoir 10 sous. Ou si vous apportez votre tasse à café, vous allez avoir un rabais de 10 sous. C'est pas aussi efficace que si on fait une perte. Ça, on le sait. Par contre, il y a tout le contexte structurel de Montréal qui est un petit peu compliqué et aussi tout le contexte politique. C'est jamais à la mode d'ajouter des taxes. Alors, ça, c'est vraiment un enjeu qu'il faudrait travailler de fond pour pouvoir l'amener. Et puis, ça prendrait énormément de courage politique. En ce moment, j'ai hâte de voir quelle va être la nouvelle position de l'administration qui va être élue en novembre. Et puis, c'est des discussions qu'on pourra commencer avec cette nouvelle administration. Est-ce que je peux juste en rajouter un petit peu sur ce que Marianne vient de dire? Moi, je suis en faveur de certaines pénalités. Il faut que ce soit bien proposé puis appliqué, parce que l'idée, c'est pas de pénaliser pour pénaliser, c'est de dire, mais je pense qu'à Montréal et ailleurs au Québec, on a suffisamment d'infrastructures de collecte pour que les gens puissent disposer de façon convenable de leur matière résiduelle, matière organique, matière recyclable et poubelles. Et malheureusement, il y a trop de récalcitrants qui font n'importe quoi. Aussi, le problème, c'est que ça ne coûte pas globalement assez cher la gestion des déchets au Québec. C'est trop facile de jeter. C'est-à-dire, on nous prend pratiquement par la main pour mettre la bonne matière dans le bon bac. Alors, on n'est pas habitué, je ne veux pas dire l'effort, mais à avoir ce comportement-là, parce que justement, on était habitué à tout mettre dans le même sac, sur le bord du chemin, et puis ça disparaît quelque part. Moi, je sais où ça va parce que c'est mon travail, et je sais que ça cause des problèmes ailleurs. Promenez-vous à l'étranger, en Europe, en Asie, vous crachez une gomme par terre ou un mégot de cigarette, vous allez la payer l'amende, et ça va faire mal. Mais ici, c'est pas dans les mœurs de faire ça. Et on devrait commencer à y penser parce que je pense que les gens sont davantage d'accord. On en parle de plus en plus. C'est de plus en plus acceptable de faire payer les gens pour des fautes comme ça, surtout s'ils ont le moyen, les outils pour bien mettre la bonne matière au bon endroit. Même dans les rues, là, on a plein de poubelles, de bacs et tout, mais les gens les utilisent n'importe comment. Regardez dans les poubelles, là, moi je le fais tout le temps, c'est du n'importe quoi la plupart du temps. Donc, peut-être qu'on devrait sérieusement penser, je ne dis pas qu'on devrait le faire maintenant, mais ça devrait être à l'ordre du jour peut-être de la prochaine administration, on ne le sait pas, d'avoir des amendes, mais pas de façon punitive ou coercitive, là, juste pour punir, mais seulement pour les récalcitrants, ceux qui vraiment, avoir quand même une certaine marge de manœuvre, y aller graduellement, puis ensuite sévir pour les récidivistes, par exemple. Oui, bonjour. J'ai une affirmation puis une question. Une des dernières bonnes choses que j'ai vues, c'est, si vous l'avez vu avec le reportage de Radio-Canada avec Patrice Roy, qui a fait avec Simon Paré-Poupard, c'est une des choses que j'ai présentées aux personnes plus récalcitrantes autour de moi, que j'ai vu la meilleure réaction comparée à nos discussions quand on parle de compost. Il y a tout le temps une fermeture, tandis que là, on dirait l'expression, c'est mettre les gens le nez dans leur caca. Et ça, c'est un très bon reportage pour ça. Donc, moi, je pensais à encourager l'initiative, comme il parlait de faire auprès des politiciens, auprès d'envoyer d'autres journalistes le faire. Ça, je trouve ça intéressant. Ma question. Je viens de la ville de Lévis, puis je me demandais, à Montréal, c'est juste simple curiosité, outre les personnes qui travaillent sur la conduite des camions, combien de personnes vous êtes en GMR à la Ville de Montréal, comme au niveau des techniciens, inspecteurs, environ la grosseur de votre équipe? Puis, vous avez la Ville de Montréal et par arrondissement aussi. Vous estimez ça à combien? Je ne sais pas on est combien au total, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on a le service de l'environnement qui s'occupe, par exemple, des contrats de collecte, des appels d'offres qui vont être sur tout le territoire, puis après du suivi contractuel, puis aussi du suivi du PGMR, pour les initiés.
Et puis, notre équipe ici, on est à peu près, je dirais peut-être une trentaine au service de l'environnement. Sauf qu'après, chaque arrondissement a aussi son équipe locale avec les travaux publics, souvent avec les inspecteurs sur place, puis les personnes qui vont s'occuper aussi des aspects de communication, par exemple les calendriers de collecte, tout ça. André, dis-moi, combien vous êtes? Ben moi, je suis à l'arrondissement de Bercé-Maisonneuve. C'est quand même un gros arrondissement. Moi, je fais partie d'une équipe de transition écologique. Juste dans cette équipe-là, on est 5. Moi, je suis plus dans la planification de gestion de matières résiduelles, mais après ça, se joignent des inspecteurs d'arrondissement, donc une équipe de 5-6 personnes, plus les gens de com de mentionner, pratiquement une personne de dédiée. C'est pas, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est dédié 100% à la gestion de matières résiduelles quand ils travaillent sur la gestion de matières résiduelles. Puis ça fluctue aussi d'un arrondissement à l'autre. Comme là, c'est transition écologique. Des fois, ça va être travaux publics. Ça va vraiment changer, mais au total, je peux même pas donner une estimation là, parce qu'on a 19 arrondissements à Montréal. Donc, ça devient quand même... ça fait beaucoup de monde. Probablement plus qu'à Lévis. mais c'est aussi c'est la complexité avec les arrondissements aussi qui fait qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Merci. Merci, c'était super intéressant. Moi, j'ai 2 questions. Une super rapide. Là, dans les 4 stratégies que vous avez présentées, vous avez dit on est en phase de test. Mais le test, il est fait sur une période de combien de temps? Alors, on a fait 3 semaines avant les tests pour prendre des mesures de pré-test. Ensuite, pendant la phase de transition, on s'est calculé à peu près 3 semaines pour s'assurer que tout le monde ait le matériel, l'installe, tout ça, qu'on vérifie que ça soit bien installé. Puis ensuite, c'est 12 semaines où on mesure. Et puis pendant les 12 semaines, il y a une équipe qui va à chaque immeuble, à chaque bac qui est mis en bord de rue pour la collecte, pour ouvrir, puis mesurer avec un ruban à mesurer le niveau de remplissage. Puis on compile ces données-là jusqu'en décembre. Donc 12 semaines. Puis on va avoir des résultats début 2026. Là. Moi, j'aimerais bien que les résultats soient diffusés. Je ne sais pas comment refaire une autre conférence ici. C'est sûr que ça va être des résultats qui vont être diffusés dans probablement plusieurs occasions. Là. C'est vraiment quelque chose de l'information qu'on veut partager parce que je pense que ça peut être utile à beaucoup d'autres municipalités, là, surtout. Merci. Donc, la deuxième question, c'est par rapport au budget qu'on doit investir en ISE. Dans le PDGMR de la CCM, ça dit qu'il faut... Ouais, CMM. Ça dit qu'il faut investir 2% du coût de collecte. Alors, je me demande, est-ce que c'est assez, ce 2%? Parce que... Je crois que ce n'est pas nécessairement une question de montant, mais d'efficacité du message. Alors, si on a 10 $ par porte, mais qu'on n'utilise pas le bon message, mais on rate la cible. Alors que si on avait juste 1 ou 2 $ par porte, mais qu'on est capable de vraiment avoir un message qui est ciblé sur les valeurs puis les enjeux que les gens vivent, je pense que ça serait nettement plus efficace. Ou même de cibler nos interventions plutôt que d'y aller en mur à mur. D'où les tests. Donc, justement, pour faire du pouce sur sa question, on parle du budget, mais aussi, pour ne pas aller sur tous les fronts en termes de communication, c'est quoi, selon votre expérience, les meilleurs médias ou voies de communication que vous avez utilisées, puis vous avez une belle réponse venant du public? Je ne peux pas vraiment dire. On a testé plusieurs approches. On a testé l'approche en personne.
On a testé aussi avec des influenceurs, avec des publicités sponsorisées, on a de l'affichage sur rue, on a différents moyens de communication, puis on a aussi les capsules radio. On n'a malheureusement pas encore une culture de mesure des retombées pour les outils de communication. Alors, souvent, ce qu'on mesure, c'est le nombre de clics, c'est le nombre de vues, et puis c'est le nombre d'écoutes. Mais après, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le message est compris? Puis est-ce que ça se transpose en geste? C'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Alors ça, c'est vraiment difficile à répondre parce qu'on n'a pas les données pour le faire. Ce que j'ai de plus proche comme données, c'est l'année dernière, on a travaillé avec, ça s'appelait la mission Pas si impossible. Et puis avec l'équipe de Clélia, on travaillait avec, c'était un sac en papier qui était comme une enveloppe, qu'on utilisait comme une enveloppe brune, puis dedans, il était glissé un carton de mission, donc pour inciter à participer à la collecte des matières organiques, mais que pour avoir une communication plus soutenue avec les gens, on incitait les gens à s'inscrire à l'infolette. Et en échange, ça les inscrivait aussi à un concours pour gagner un montant d'argent dans les marchés publics. Alors, on a pu voir l'intervention par rapport au nombre d'inscriptions à l'infolettre. Alors, ça, on pouvait faire comme une mesure plus directe, même si là, on ne parle pas de est-ce que les gens ensuite ont participé à la collecte. Mais ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, les kiosques où les gens étaient plus disposés à interagir avec l'équipe des regroupements des écoquartiers. C'était des kiosques, par exemple, dans des universités où les gens avaient plus de temps, il y avait un taux de conversion plus grand, beaucoup plus grand, des gens à qui on avait donné une enveloppe que lorsqu'on les prenait vite à la sortie du métro puis que c'était distribué sans cette interaction humaine-là. Alors, c'est des éléments comme ça qu'on essaie d'utiliser pour pouvoir améliorer nos approches, mais on n'a pas toutes les données sur toutes nos stratégies. Merci. Moi, j'ai 2 petites questions. Les chutes à déchets transformées en chutes à matière organique. Bon, on parle que les sacs, c'est pas une super idée. Moi, je travaille pour la ville de Longueuil et carrément, nous, ils sont interdits les sacs de plastique, compostables ou non. Donc, on encourage vraiment les sacs de papier en premier, même pas nécessairement ceux à résidus alimentaires. Puis on fait le test, puis il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne et ça coûte beaucoup moins cher. On parle d'environ 13 sous le sac versus souvent les gens dépensent $1 et plus. Et c'est un gros frein. Donc, je me demandais de quelle façon vous pensiez utiliser les chutes, parce qu'il y a une question d'entretien et tout ça. Puis nous aussi, on est justement en voie d'implanter dans les 9 logements et plus. Donc, cette question-là est très porteuse, je trouve. Parce qu'on le fait déjà de proposer, mettons, dans les écoles ou dans les établissements, d'enlever les poubelles, mettons, dans les toilettes, parce que c'est seulement de la matière organique. Donc, déjà, on peut changer des habitudes comme ça. L'autre question, je ne m'en souviens plus. OK. Alors, la question, c'est les sacs par rapport aux chutes et puis l'entretien des chutes? Oui. Alors, à Montréal, mais les sacs en papier sont évidemment acceptés. Les sacs en plastique compostable sont tolérés et puis les sacs en plastique conventionnel sont interdits. Mm-hmm. Alors, les sacs en plastique compostables sont tolérés parce que y a beaucoup de monde, justement, que d'acheter des sacs en papier, c'est plus cher, puis ça pourrait faire en sorte que ça devient trop un frein. Ils ne veulent pas nettoyer tout le temps leur mini-bac puis de gérer en vrac. Ils vont abandonner si on leur dit qu'ils ne peuvent pas prendre de sacs en plastique compostable. Alors, on les tolère. On a les équipements à notre centre de compostage qui vont retirer les sacs. Alors, on garde le contenu, on retire les sacs. S'il y a des fragments puis que c'est du plastique compostable, on se dit, bien, ça va finir par se composter. Alors que c'est pour ça qu'on ne veut pas les plastiques conventionnels. Maintenant que ça c'est dit, dans une chute, de toute façon, on ne peut pas mettre des matières organiques en vrac. Ça devient dégueulasse.
Alors là, ça, c'est une situation où il faudrait que ça soit obligatoire d'utiliser un sac. Est-ce que le sac en papier, le sac en plastique compostable, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, tout ça? Nous, aux immeubles qui participent au niveau multilogement, mais pas nécessairement avec les chutes, là, parce c'est dur de recruter des immeubles pour les chutes. Alors, pour ceux à qui on a distribué des sacs, on a offert les sacs en papier gratuits, puis les sacs en plastique compostables gratuits. Puis on veut voir, ça va faire partie des apprentissages qu'on veut faire aussi. Est-ce que quand c'est gratuit, les gens ils choisissent le sac en papier ou ils choisissent le sac en plastique compostable? Ça, on veut tester ça. Mais pour en revenir aux chutes, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une sorte de sac. Après, quelle sorte de sac va être le plus efficace? Ça reste à déterminer. Mais au niveau de l'entretien, on a parlé avec des fournisseurs de chutes, puis c'est pas une complexité vraiment plus grande que pour les déchets, parce que les matières organiques sont déjà dans nos déchets. Alors, des systèmes de nettoyage, c'est requis par le Code du bâtiment. Lorsqu'il y a des installations de chute, il y a des gicleurs qui vont permettre d'avoir vraiment un nettoyage. Puis, il y a aussi des compagnies qui vont venir, qui peuvent offrir un service standard pour la chute à déchets, comme ça pourrait être aussi pour la chute à résidus alimentaires, de dire, bien, tu fais un brossage intérieur de la chute une couple de fois par année. Ça peut être ça, mais de ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas une gestion plus compliquée au niveau technique, que ce soit des ordures ou des résidus alimentaires. Mais ça ne pourrait pas être en vrac. C'est ce que je comprends. Non. C'est ça. On a déjà vu un bâtiment où il y avait une chute pour les résidus alimentaires, puis les gens comme prenaient leur poêle, puis la transvidaient l'huile, tu sais, le gras dedans, là. Comme ça, tu veux pas ça, tu sais. Mon autre question, c'était le message par rapport, parce que, nous, on est en biométhanisation. Donc, on enlève le mot compost. Oui. On n'utilise pas le mot compost. Mais là, Montréal, on s'en vient comme ça aussi. Puis là, je dis « on » parce que j'habite Montréal. Là. Oui. Mais c'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Je suis vraiment contente que tu m'en parles. On est en train de réviser nos contrats pour l'achat de bacs bruns. Puis, qu'est-ce qu'on écrit sur le bac? Mm-hmm. Et puis, on va écrire « matière compostable ». Parce qu'on a fait un sondage récemment qui disait est-ce que... Attends, j'ai comme perdu mon idée. On a fait un sondage pour demander aux gens quand le geste de placer ces résidus alimentaires dans le bac brun, puis là, on leur a donné des choix de réponse. Qu'est-ce qui vous parle le plus pour décrire ce geste-là? Est-ce que c'est « je composte »,« je trie mes résidus alimentaires » ou un ou l'autre, peu importe. Et puis, le monde qui disent « je composte » et les deux, là, on était à plus que 80% de gens qui... Le tri des résidus alimentaires, pour eux, c'est « je composte ». Je participe, je composte. Alors, c'est pour se coller plus sur ce que les gens disent vraiment, puis puis la façon qu'ils comprennent, qu'on s'en va plus vers l'utilisation de matières compostables pour mettre, par exemple, sur le bac brun, puis l'appellation matière compostable, même si on va aller en biométhanisation sur une grosse partie de l'île. Mm-hmm. Mais... Et puis aussi, un autre argument en faveur de ça, c'est que dans matière compostable, il y a comme le mot compost. Et puis le mot compost, ben, c'est le même en anglais. Alors, ça facilite aussi la compréhension par rapport à reste d'aliments ou résidus alimentaires quand on a un contexte multilingue sur lequel on peut juste agir en français. Mais le problème aussi, c'est qu'on parlait du bénéfice de la distribution du compost. Mm-hmm. Là, il n'y en a plus quand on parle par rapport à la biométhanisation. Bien, nous, la biométhanisation, le digesta s'en va au compost après. OK. Ouais. OK.
Donc, c'est différent. Donc, Oui. Oui. Et puis, il va continuer à avoir du compost avec les feuilles, les résidus verts. Il va y avoir ce compost-là qui se continue avec le compost sur le domaine public. Puis, il va y avoir l'usine de compostage qui traite directement tous les résidus du bac brun pour l'ouest de l'île. Puis, une partie du digesta de l'est de l'île va être aussi compostée. Alors, ça se tient là, dans OK. Ouais. Merci. Une dernière question. Allô, merci pour les présentations et les questions. J'ai un blocage qu'on voit souvent avec les gros bâtiments multi-logements, où laisser les bacs. Il manque l'espace pour les bacs en bas, les gros bacs, je parle, et surtout les espaces réfrigérés. Alors, est-ce que vous avez des idées, des solutions pour ça, surtout avec les vieux bâtiments? Il y a vraiment beaucoup d'enjeux au niveau des vieux bâtiments où il y avait les encadrements étaient différents là, à cette époque-là, puis il y avait des collectes de déchets 2-3 fois par semaine aussi, là. Alors, ça, c'est le plus difficile. Par contre, là, on parle de salles réfrigérées. Là, je pense que c'est comme ça que c'est actuellement dans la réglementation, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'ajuster parce que ça n'a pas besoin d'être réfrigéré pour qu'on puisse avoir une réduction des odeurs, par exemple, ou des mouches. C'est juste une climatisation parfois. Juste mettre une thermopompe, c'est dans un local qui va être situé, souvent c'est dans un sous-sol ou dans un garage. Ça permet de gérer suffisamment les nuisances, mais souvent, je sais que dans le cadre des bâtiments auxquels vous pensez, il n'y a peut-être même pas d'espace pour une salle à déchets à l'intérieur. Ça va être plus à l'extérieur, c'est ça. Et puis ça, bien, ça vient avec d'autres enjeux là, quand il n'y a pas l'espace à l'intérieur pour pouvoir placer les bacs entre les collectes. Merci. Merci. Avant de conclure avec la suite de la SQRD, je voulais quand même poser une petite question à Karel, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Puis, vous avez tous vu que le gouvernement du Québec actuellement revoit le plan vert, donc le plan pour une économie verte. Puis, on s'attend à des mauvaises nouvelles avec Bernard Drinville qui parle en particulier de réduire le financement pour la diminution de GES, donc la cause du problème, pour investir davantage, je pense que c'est un mensonge, mais pour investir vers l'adaptation. Quels sont les impacts pour nous au Québec en termes de déchets, etc.? C'est une bonne question pour laquelle j'ai peut-être pas nécessairement la réponse parce qu'on est dans l'hypothétique, mais ce dont on parle au niveau justement d'aller davantage vers la résilience plutôt que sur des mesures n'est pas nécessairement perçu comme une mauvaise chose parce qu'effectivement, les changements climatiques sont là, ils sont là pour rester et vont causer des problèmes. Donc, il faut penser aussi aux individus qui subissent les contre-coups là, des changements climatiques. Donc, il faut leur venir en aide là, de différentes façons. Par contre, on ne peut pas mettre tout l'argent du fonds vert là, ou du fonds sur l'électrification de je ne sais pas quoi, là, uniquement sur la résilience, mais il faut continuer à faire travailler en amont pour lutter contre les changements climatiques, avoir des mesures qui tendent à réduire la production de GES. Donc, l'idéal, ça serait qu'on ait les deux, c'est-à-dire résilience et lutte contre les changements climatiques et pas seulement un. Il y a plusieurs choses qui se disent actuellement. On n'a toujours pas la certitude de ce qui va arriver. Hier, M. Drainville était à Drummondville. Il a passé un petit message en vidéo. À l'écouter, j'aurais voté pour lui. Mais, c'est ça. Mais dans les faits, je pense qu'il est là pour faire un travail de sape. Là. Ça veut dire... il a déjà commencé en coupant du personnel au ministère de l'Environnement, du personnel essentiel. Le fonds vert va certainement être réévalué. De quelle façon? Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais honnêtement, ça n'augure rien de bien. Et ce n'est pas juste au Québec, hein, c'est partout dans le monde, malheureusement. Et moi, je me dis,
comment ça ne tient qu'à un fil, la question environnementale. Il suffit que quelqu'un arrive aux États-Unis, Trump, et tout le monde maintenant va dans cette voie pour des questions peur économique. Et je me dis que l'environnement, quand tout va bien, quand on est riche, on en fait, mais dès qu'il y a un problème, c'est la première chose qui est évacuée. Regardez au premier ministre canadien, on parle de pipeline maintenant, les mesures environnementales sont mises sur la glace. Au Québec, c'est la même chose. Au fédéral, on a C5, les projets prioritaires pour supposément l'autonomie canadienne. On va faire un port à contre-cœur, élargir le port de Montréal, mais ce n'est pas pour l'autonomie canadienne. Au contraire, c'est pour nous rendre plus dépendants des importations de cochonneries qui vont nous venir de la Chine ou des biens qu'on ne produira pas ici. Donc, ce n'est pas du tout une question d'autonomie. Donc, on galvaude même nos propres lois au fédéral, supposément pour défendre l'autonomie ou développer l'autonomie, pour en fait importer davantage, nous rendre plus dépendants. Et au Québec, ben, on parle beaucoup de ce qu'on appelle Q5, donc qui est un pendant fédéral. Et moi, ça me fait extrêmement peur parce qu'on va passer dans le tordeur tout le monde en environnement et ça va être très, très dur de revenir en arrière. Et ça, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est très facile de démolir, mais c'est très dur de reconstruire. Donc, je suis désolé de terminer avec cette réponse-là, mais il faut être vigilant et puis il faut agir, il faut s'impliquer. Il y a des élections municipales le 2 novembre, il faut aller voter. Au niveau municipal, c'est peut-être là où il va se passer le plus de choses de la bonne façon. Il faut vraiment aller voter, il ne faut rien prendre pour acquis et il faut aider les élus qui ont des bonnes idées sur le plan environnemental et d'autres aussi. L'environnement, il n'y a pas que ça, mais c'est sûr que moi, je ne voterai pas quelqu'un qui va nous dire que l'environnement, ce n'est pas important. Merci. Je voulais justement rappeler les élections le 2 novembre qui s'en viennent. Merci beaucoup, Marianne, Karel. C'était très intéressant, très riche. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je profite pour rappeler que la SQRD n'est pas terminée. On a demain, le 23 octobre, l'atelier de création avec Omar. Excusez-moi, on est le 23. Le temps passe vite. Omar Gamaoui, ici, à la Maison du Développement Durable, à partir de 16h jusqu'à 20h. Demain, le 24 octobre, une conférence avec Simon Paré-Poupard, de midi à 13h. Et demain encore, un ciné-rencontre, donc la projection du film La richesse des ordures, suivie d'une discussion avec le réalisateur Dominique Simard de 19h30 à 21h. Et moi. Et Karel, t'es pas écrit sur mon papier, je suis désolée. Et Karel est là aussi. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.